Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Moi, je suis ravie, d'être avec vous. On est ensemble pour, environ une demi heure. Et ce que je vous propose, c'est qu'en attendant, que l'ensemble des inscrites nous rejoignent, c'est de vous présenter, l'ordre du jour, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui et puis je vous présenterai, également, mon profil, qui je suis. Alors aujourd'hui, on va, parler du développement de carrière dans le domaine de la RSE avec un point de focus particulier sur, comment valoriser les compétences humaines et pourquoi c'est important de valoriser les compétences humaines pour contribuer à la durabilité des entreprises. Donc en introduction, on reviendra sur, justement ces enjeux autour de la durabilité, sur ce qu'est la RSE et puis, on abordera, les différentes opportunités de carrière, les compétences qui sont valorisées, comment on s'y prépare et puis je vous propose, de terminer par une, dernière séquence de questions-réponses. Alors sentez-vous libre, hein, de poser vos questions au fur et à mesure. Vous avez vu, qu'il y a un chat qui est à cet effet en bas et puis si toutefois, donc voilà, soit je pourrai y répondre au fur et à mesure, soit, j'y répondrai, à la fin, quoi qu'il se passe. Donc en effet, le replay, est enregistré et donc on vous enverra à l'issue du webinaire, à la fois le replay et le support, qui est présenté, aujourd'hui. Alors donc moi je suis, Fanny Duval. Je suis, consultante et formatrice spécialisée sur les enjeux, RSE, sur l'accompagnement à la RSE et je n'ai pas toujours fait ça. Heu et je trouve important de vous expliquer ce que je faisais avant, parce que c'est ce qui a motivé aussi, le choix de ce sujet, aujourd'hui. Donc moi, avant, je travaillais dans la communication et le marketing digital. Je suis entrée sur le marché du travail, il y a 20 ans avec un diplôme, un master, digital en poche et lorsque j'ai commencé à travailler et bien, je travaillais vraiment, dans un, silo, dans le silo du digital, avec, des collègues, experts comme moi dans le digital et puis autour de moi, et bien des collègues qui comprenaient pas bien mon métier et des clients qui le comprenaient pas, non plus très, très bien. Hem Où c'est important, c'est que donc, le digital a fortement évolué. Il y a eu, beaucoup de nouveaux métiers qui se sont créés au fur et à mesure et qui étaient souvent des métiers experts qui avaient du mal à voilà, à transpirer en dehors des silos, du digital. Au début du social media, je me souviens, moi j'avais donc je formais des équipes sur le tas, hein, parce qu'il y avait pas encore, spécialement de formation ou autre et et les budgets, qui nous étaient alloués étaient souvent des petits budgets et puis au fur et à mesure, le digital, a évolué, s'est transformé et on a assisté à voilà, tout cet enjeu autour de la transformation digitale. Moi, ma carrière, elle a muté aussi à ce moment-là puisque je me suis mis à accompagner, mes clients, mes collègues sur des enjeux d'acculturation au métier du digital, et puis sur des enjeux plus globaux de gouvernance. Comment on fait pour casser les silos? Comment le digital peut, influer et inspirer, absolument, tous les métiers, de l'entreprise. Alors c'est ce qui m'a ensuite permis moi de faire, le switch et voilà, en lien aussi avec mes engagements, personnels autour des enjeux, de changement climatique, d'égalité, de diversité. J'ai fait le choix de m'orienter vers la transformation RSE en transposant ces compétences, hem et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai la conviction que ce qui s'est passé dans le digital, c'est en train de se passer sur la RSE. La RSE, c'est pas complètement nouveau, on va en parler aussi, mais ça s'est vraiment développé, enfin, en tout cas, le développement durable à travers des métiers, assez experts, plutôt en silo et que là, il y a un vrai enjeu à ce que, la RSE infuse partout et à tous les niveaux, de métier de l'entreprise, hein. Ma conviction, c'est que la RSE, c'est l'affaire de toutes et de tous, et qu'en cela, elle doit être accessible pour pouvoir être déployée, avec efficacité. Hem, alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est de s'attacher un peu aux enjeux, de durabilité des entreprises et à ce qu'est la RSE. Alors, enjeux de durabilité, pour commencer, quelques chiffres. Alors des chiffres, il y en a vraiment beaucoup, hein, sur le développement durable. Toutes les semaines, il y a des études, presque qui paraissent. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il y a systématiquement, les sources qui sont en dessous. Donc je vous invite peut-être à aller creuser derrière et aller, voilà, affiner, votre compréhension. Mais très clairement aujourd'hui, on sait que c'est une vraie attente, hein. Il y a 58 des actifs qui affirment que la politique RSE de leur entreprise est un critère important au moment de choisir de rejoindre une entreprise. Il y a un vrai enjeu d'attractivité
d'activité. Ces chiffres, ils sont même plus forts lorsqu'on s'attelle aux moins de 35 ans. Il y a un vrai enjeu autour des attentes des salariés et des consommateurs, hein. Plus de 73 des Français ont l'intention de privilégier des marques transparentes sur leur impact social et environnemental lors de leur achat. Et puis l'étude, la plus récente, là, elle est parue la semaine dernière, vous en avez peut-être entendu parler, mais aujourd'hui, il y a donc, plus de 90 des entreprises du CAC 40 qui se sont dotées d'un comité RSE, soit dédié, soit combiné, et on le verra, tout à l'heure, ce n'est pas que l'apanage des grands groupes, ça transmet absolument partout, y compris dans les entreprises familiales, dans les PME, et cetera. Alors l'enjeu de durabilité, qu'est-ce qui fait, qu'on a commencé à prendre conscience de ça? C'est cette notion de limite planétaire. Alors, on vit sur une planète finie et nos ressources sont limitées, et ça, cette prise de conscience-là, pareil, elle n'est pas récente, mais elle commence enfin à se diffuser. C'est vraiment l'idée que, hem la notion de croissance infinie, qui a vraiment drivé toutes les notions de progrès et cetera, eh bien, elle est, dépassée. Elle est dépassée parce que, pour générer, plus de profits, c'était avoir plus de marchés, plus de clients, produire plus, 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 plus. Or, on a des ressources qui, elles, sont limitées. On a, donc il y a 9 ressources, 9 limites qui ont été, définies. On a dépassé la sixième limite en 2022, celle de l'eau douce, et donc il y a cette notion de plafond environnemental qui est extrêmement importante à prendre en compte, dans le développement des entreprises, qui, ne pourra plus être, uniquement drivé sous un angle, ne peut plus même être drivé sous un angle de pure croissance, croissance infinie, voire même pas de croissance verte, mais dans une autre notion pour être sur des enjeux de durabilité, et tenir dans le temps, en respect de du vivant qui nous entoure. Une autre, alors hop, attendez, je suis perdue dans mes slides, voilà. Ça a inspiré la théorie du donut, que vous connaissez sans doute, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller l'explorer, c'est très intéressant. Donc ça reprend cette notion de plafond, environnemental, et ça induit aussi une notion de plancher social, donc du respect de l'humain, à vivre et à travailler, donc l'accès, à l'eau, un revenu décent, à une éducation, et cetera. Et dans ce contexte-là, donc de ce plancher social et du plafond environnemental, ça questionne le développement économique, notre développement économique. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit sûr et juste pour l'humanité, qu'il soit inclusif et qu'il soit durable. En écho à ce donut, hein, j'enchaîne sur du coup les enjeux de développement durable. Donc vous connaissez sans doute les 17 objectifs de développement durable qui ont été, adoptés en 2015 par les Nations unies à l'échelle mondiale, et ces objectifs de développement durable, donc dans cette idée de, permettre, aux générations, actuelles, de répondre à leurs besoins sans nuire aux besoins des générations, futures, de répondre aux leurs, eh bien, il y a toute une série d'objectifs, qui ont été définis. Certains sont directement en lien avec cette notion de limite planétaire. On en retrouve, 4 qui sont plutôt dédiés à la dimension économique, inclusive et durable, et puis enfin, 8 qui sont directement liés aux besoins humains. Ça, c'est le développement durable, et le développement durable appliqué à l'entreprise, eh bien, ça a donné la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, ou RSO, responsabilité sociétale des organisations. Et là, c'est intéressant de s'atteler à la définition, hein, puisque ça c'est défini comme étant l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes, collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires, ONG, et cetera. Alors, c'est une intégration volontaire, certes. Toutefois, il y a un cadre légal, qui se met en place, qui s'est mis en place progressivement, qui est complexe, qui est en pleine évolution lui aussi. Il y a à la fois des aspects légaux, pour certaines entreprises, il y a des obligations légales aujourd'hui en lien avec, la RSE. Donc c'est notamment, l'obligation de produire des rapports extra-financiers. Donc jusqu'à présent, c'était le CSRD qui s'appliquait uniquement aux entreprises de plus de 500 salariés. À partir de 2024, c'est remplacé par, c'était le DPEF, ça devient remplacé par le CSRD. Donc là, on est sur des
des logiques, de loi, de gouvernance européenne, et là, à partir de 2024 et progressivement, ça va toucher un peu plus grand nombre d'entreprises puisque c'est à partir de 250 salariés, y compris les entreprises, cotées en bourse, et les filiales en France qui font plus de 150 millions de chiffre d'affaires. Au total, ça va représenter à peu près 50 000 sociétés en Europe qui vont être concernées. Donc il y a le cadre légal et puis il y a aussi, tout un tas d'autres, éléments dans cette RSE qui vont permettre aux entreprises, d'accompagner, justement cette démarche, de mise en place RSE. Donc il y a des normes, qui sont extrêmement inspirantes et structurantes pour mettre en place des démarches, des outils, bilan carbone, analyse de cycle de vie, analyse de matérialité qui fait son apparition et puis tout un tas de labels et de certifications qui fleurissent. Je vous en ai mis un exemple ici, plusieurs exemples, de labels assez génériques, mais il y a aussi des labels un peu plus spécifiques en fonction des secteurs d'activité. Tout ça, ça fait que c'est pas si simple que ça, mais que toutefois ça structure petit à petit, les démarches RSE pour accompagner, les entreprises, les personnes en charge à se mettre en marche. Alors si on revient, du coup sur la RSE elle est composée majoritairement de 3 enfin elle est composée de 3 piliers. Le pilier environnemental derrière lequel on va retrouver, tous les enjeux autour de la gestion des déchets, de la réduction de l'empreinte carbone, de la réduction de la consommation d'énergie. Derrière le pilier économique, donc tout ce qui va relever des démarches économiquement viables afin de perdurer, soutien de l'économie locale, choix de fournisseurs locaux et puis enfin, un pilier social qui là, va plutôt toucher, tout ce qui relève du respect, des droits de l'homme, la santé sécurité sur le travail, l'hygiène, l'égalité des chances, et les enjeux de diversité. Ce qu'on observe dans les dernières tendances, si on s'attelle aux attentes des salariés, c'est que les salariés accordent de plus en plus d'importance aux thématiques sociales et économiques, à travers la RSE. C'est en augmentation constante depuis 2019, mais il n'y a pas d'études avant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Et en particulier, si on regarde des items comme celui de la santé-sécurité, c'est un axe de travail prioritaire pour 74 des salariés, c'est une augmentation de 4 points. Même chose pour la QVT, et l'égalité des chances, c'est 57. Dans le même temps, l'environnement, c'est un axe prioritaire pour 46 des salariés, mais ça a perdu 41 points, en comparaison avec, ce qui se passait il y a 2 ou 3 ans. Même chose pour l'écologie avec, moins 37 points. Voilà pour ce qui est des tendances autour de la RSE. Alors n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure, à me poser vos questions si vous en avez. Heu, Par rapport à ça, qu'est-ce que ça va nous ouvrir? Qu'est-ce que ça peut nous ouvrir en termes d'opportunités, professionnelles? Alors, on assiste à une véritable mutation du marché de l'emploi. À ce titre, je vous invite à découvrir ce livre, le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. C'est un manuel assez bien fait, en lien donc avec c'est tout un tas de propositions qui a été élaboré par le Shift Project, autour des enjeux de transition écologique, et comment ça va impacter le marché de l'emploi. Donc là, je vous ai mis un focus sur un graphique, mais c'est intéressant, c'est plein de propositions. Il y a 2 chiffres clés, à mon sens. Le premier, c'est que donc cet ouvrage démontre, que 45 de la population active actuelle travaille dans un secteur qui est directement concerné par la transformation, bas carbone. Donc ça concerne vraiment, beaucoup de monde et il a été évalué que d'ici 2050, il y aurait 300 000 emplois nets créés en lien avec, cette mutation du marché de l'emploi. Alors 300 pourquoi net? Parce qu'en réalité, il y aurait a priori 1,1 million d'emplois créés, donc c'est énorme, c'est colossal. Toutefois, au détriment de 800 000 emplois détruits et cette notion-là, elle est importante aussi parce que, dans un enjeu de carrière, c'est vraiment enfin extrêmement important de se rendre compte quelle va être la possibilité l'évolution de nos métiers. Est-ce que nos métiers font partie de ceux qui potentiellement seraient détruits et comment du coup on se transforme avant pour pas se retrouver, sur le carreau? Alors par rapport à ça, plusieurs pistes. Il y a des stratégies de reconversion qui peuvent se mettre en place et puis aussi des stratégies, d'évolution. Alors si on parle reconversion et volontairement, je fais quelque chose d'assez, tranché, on a, l'apparition de ce qu'on appelle les métiers verts. Alors les métiers verts, c'est quoi? C'est ceux qui ont un impact
environnemental direct et positif. Donc ça va être en lien avec la protection de l'environnement, la restauration, la préservation de l'environnement. Ça touche majoritairement des secteurs de les énergies renouvelables, rénovation énergétique des bâtiments, gestion des déchets, et cetera. Et puis en termes de postes, c'est juste des exemples que je vous ai mis ici, eh bien ça va être des métiers du type installateur de panneaux solaires, qui est un métier montant, qui n'existait pas, il y a encore, quelques décennies, spécialiste de la gestion de l'eau, ingénieur en énergie éolienne, spécialiste de la restauration de l'habitat naturel, et cetera. Des métiers qui, en tout cas sur ces métiers verts, qui font plutôt appel à des savoir-faire, à des compétences, spécifiques, techniques, voire scientifiques. Au-delà des métiers verts, ce qui fait leur apparition, ce sont les métiers verdissants, où là, on a affaire à des emplois qui sont, dans des secteurs beaucoup plus traditionnels. Seulement, ces emplois vont se teinter, par des préoccupations, environnementales. Ça implique, du coup, de savoir d'avoir l'agilité et cetera pour savoir modifier ses pratiques, d'intégrer une nouvelle façon de travailler dans un métier qu'on connaît déjà. Alors ça va toucher aussi de nombreux secteurs, hein, principalement le bâtiment, transport, logistique, industrie, et cetera. Et puis ça peut donner lieu à des métiers du type, conseiller en investissement responsable, responsable de la logistique verte, et ah oui, alors le dernier, c'est une anecdote, éleveuse de criquets. Éleveuse de criquets. Alors pourquoi je vous ai mis ça ici? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai mis la référence en dessous. Ça fait écho à un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle «Qu'est-ce qu'on va faire de toi?» et qui, évoque les 21 métiers du futur. Donc c'est, assez croustillant à lire et il y a plein d'anecdotes, pas seulement sur des métiers, verts ou verdissants d'ailleurs, mais aussi sur des métiers autour du numérique. Donc voilà, je vous invite à en prendre connaissance. Ça permet aussi de mieux comprendre justement ce process d'adaptation, d'un métier, existant à comment il peut s'adapter, dans le futur par rapport aux enjeux du futur. Et puis pourquoi j'ai mis ça en avant aussi? Parce que justement, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de métiers à venir ne sont pas forcément des nouveaux métiers. On a d'ailleurs, France Stratégie, qui, dans ses derniers rapports, a nuancé aussi en déclarant que les métiers de demain qui émergent, ne sont pas forcément des créations massives de métiers véritablement nouveaux. Donc on est vraiment sur des métiers existants qui vont, s'adapter, qui vont évoluer. Hem Et par rapport à ça, je vous ai mis quelques exemples derrière. Alors c'est des, voilà, hop, c'est des podcasts que j'aime bien et comme on a finalement là assez peu de temps, on a une demi heure, je vous invite à découvrir le parcours de d'Oriane Champion, de Julie Coulot ou de Romain Pillard, à travers ces 3 podcasts et vous aurez les liens. Oriane était expert comptable, elle s'est spécialisée en stratégie RSE et c'est vrai qu'elle raconte bien, hein, son parcours et comment elle opère et sans sans sa connaissance, son expertise en tant qu'experte comptable, elle ne pourrait pas exercer ce qu'elle fait aujourd'hui en termes d'accompagnement à la stratégie RSE. Comment le métier de la communication, évolue à travers notamment le parcours d'une chargée de projet événementiel qui maintenant travaille uniquement sur de l'événement responsable. C'est intéressant aussi de voir, les mutations et puis Romain Pillard, que vous connaissez, peut-être, qui a fait la route du Rhum et qui est devenu, qui est passé de navigateur à navigateur responsable. Ça, c'est des parcours intéressants à voir pour, voilà, pour observer comment, partant d'un métier, on a pu le faire évoluer, vers des enjeux de développement durable. Pour finir sur ces aspects-là, il y a un vrai marché, notamment sur les métiers verdissants, puisque c'est 3,8 millions de personnes qui sont concernées en France. C'est pas rien. Plus concrètement, sur les carrières liées à la RSE, donc si on reprend nos 3 piliers, dans le pilier environnemental, on va retrouver, pareil des métiers assez, experts et spécifiques tels que consultant bilan carbone. Même chose sur les piliers économiques et social. Et ce qui est intéressant, ici, c'est que pour pouvoir, gérer la transformation autour de tout ça, pour que ça puisse opérer, il y a un vrai besoin de transversalité qui est induit par la RSE. Et là, on se retrouve avec de plus en plus de postes de responsables RSE, directeurs, directrices, chargés de RSE qui émergent, des postes dédiés, parfois, ou des postes, qui viennent s'ajouter à des missions existantes. Je reprends le chiffre ici du CAC 40, mais pas que. Là, c'est une autre étude qui démontre que 80 des dirigeants d'entreprises familiales estiment avoir été plus performants dans leur politique RSE et que c'était un vrai pilier stratégique. Ce qui fait que, donc il y a d'autres types de fonctions qui se développent, celles notamment de, membres du comité RSE, référents, référentes RSE, ambassadeurs, ambassadrices RSE et
et il y a un vrai, marché. Alors je vous ai mis ici quelques chiffres, glanés, là, il y a 2 3 jours, donc c'est à peine la rentrée, mais concrètement, il y a de plus en plus d'offres d'emploi en lien, avec ces métiers. Alors comment on s'y prépare? Et comment, l'humain, va pouvoir se mettre au service de la RSE et les compétences, humaines, notamment? Alors tout d'abord, quelques qualités, qui vont être, majeures à prioriser, pour mettre en place, ce type de mutation dans sa carrière. Alors évidemment, avoir le sens de l'éthique, hein, puisque là, c'est absolument incontournable. On va évoluer dans le domaine du développement durable. Il y a un vrai besoin de qualité en termes de relations humaines, parce que c'est des métiers qui nécessitent, de l'écoute, du partage, une vraie capacité à transmettre des idées, à diffuser des idées, un esprit de conviction. Beaucoup de persévérance aussi parce que c'est pas simple. Là, on parle de muter, des façons de faire, des pratiques qui sont déjà en place au niveau des métiers, au niveau des entreprises. Donc c'est vraiment la stratégie des petits pas aussi qui peut s'appliquer. Donc la persévérance est une qualité, absolument clé. L'esprit d'analyse, il va falloir les évaluer, ces nouvelles pratiques, être créatif, faire de nouvelles propositions. Capacité d'adaptation, parce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement innovant et que la RSE telle qu'on l'envisage aujourd'hui sera probablement pas tout à fait ce qu'on fera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui le rend aussi, assez passionnant et puis du coup, directement lié à ça, une vraie appétence, pour la curiosité, l'envie d'en découvrir, toujours plus, et c'est en cela aussi que je fais toujours ce parallèle avec le digital. C'est vraiment ce qui drive, ces carrières-là et ça rend le métier, en permanente évolution et très, très intéressant. Si on fait le focus, plutôt en termes de compétences, des compétences attendues, par les DRH aujourd'hui quand il s'agit de recruter, des métiers, alors là, je parle plutôt des métiers verdissants, c'est-à-dire des personnes qui ont des métiers traditionnels, mais avec une composante RSE, avec une couleur RSE. Ça va être des capacités, de leadership et de communication, donc capacité à diriger, à influencer. Il y a un vrai enjeu autour de la mobilisation des parties prenantes, hein, donc pas juste les collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs, les clients. Il faut savoir, embarquer tout le monde. Des compétences en termes de pensée systémique, parce que, vous l'avez vu, c'est des sujets qui sont complexes, qui sont liés les uns les autres. Il y a beaucoup de liens, et c'est toutes ces interactions, elles doivent être appréhendées et ça, voilà, développer sa capacité à penser, et avoir une pensée systémique, c'est assez clé et ça aidera aussi à favoriser la résolution des problèmes parce que c'est complexe. Hem Des compétences en gestion de projet et donc gestion de projet durable parce qu'en effet, ça veut dire mettre en place des actions, plutôt quick wins à court terme, mais savoir aussi gérer des actions à plus ou moins long terme avec plus ou moins, beaucoup de parties prenantes impliquées. Donc une vraie capacité de coordination, et d'inclusion, des intervenants et puis enfin, des compétences en matière de créativité et sens de l'innovation. C'est absolument essentiel pour pouvoir repenser les modèles, trouver, identifier des solutions, qui ne sont sans doute pas encore existantes, à ce jour. Hem, alors comment on se prépare à tout ça? C'est assez vaste. Heu, je vous ai mis ici, pas mal de pistes à explorer. Il y a plusieurs moyens de se préparer à la RSE. Ça va dépendre aussi, du temps que vous avez, du rythme que vous voulez, avec lequel vous voulez, monter, en compétences. Hem pour commencer, il s'agit de comprendre. Alors là, je vous ai mis, quelques exemples de livres, notamment plutôt des livres, là, en lien avec la connaissance, environnementale, la perma-entreprise que je trouve extrêmement intéressant parce que ça fait le lien entre, la permaculture et comment on peut appliquer ces concepts de permaculture, et donc toutes les compétences humaines qui vont autour, à la perma-entreprise. Le monde sans fin, donc BD de vulgarisation de Jean-Marc Jancovici qui explique extrêmement bien et de façon, assez, compréhensible tous ces enjeux autour du climat et de l'énergie. Réussir la transition écologique, c'est un ouvrage que j'aime bien parce qu'il donne, des clés, assez concrètes, d'actions à mettre en place,
heu, au niveau opérationnel. Et puis donc il y a énormément de MOOC qui sont disponibles, sur le sujet. Donc là, vous allez sur funmook.fr, vous tapez RSE, vous trouverez pas mal de choses. L'UVED aussi, il y a le MOOC d'avenir climatique qui est très, très bien fait sur les enjeux, climat-énergie, MyMOOC, et cetera. Alors sur les MOOC, bah, voilà, l'idée c'est qu'on est sur, un apprentissage, enfin voilà, il faut pouvoir se donner cette rigueur. On est un peu seul, donc ça c'est super si vous pouvez avoir cette rigueur pour vous dire: «OK, tous les jours j'en fais un petit peu et je vais m'enrichir». Hem, donc là, c'est vraiment pour entrer dans un premier enjeu de compréhension. Hop. Il y a aussi des ateliers de sensibilisation qui se développent de plus en plus. Vous avez probablement entendu parler de la fresque du climat. Ça a fait, il y a eu pas mal d'articles sur la façon dont ça se déploie au niveau des entreprises, depuis, plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc là, on est sur des ateliers qui vont durer une demi-journée et qui vont vraiment vous permettre de comprendre les enjeux. Donc après, ça se développe sur pas mal de sujets. Il y a la fresque de la biodiversité qui est très bien aussi, qui vient vraiment faire le focus sur ces enjeux-là. Le numérique, sur l'impact du numérique au niveau environnemental, et social. Et puis, il y a des fresques un peu plus expertes aussi qui se sont mis en place. La fresque de l'économie circulaire, les ateliers de l'adaptation au changement climatique qui vient apporter justement, cet enjeu d'adaptation, et pas seulement, de réduction, des émissions. La fresque des nouveaux récits, un outil très intéressant pour, comprendre comment développer aussi tout le potentiel hem, d'influence et de storytelling, et l'importance de la communication pour pouvoir embarquer, un maximum de gens dans ces mutations. La formation continue, alors évidemment là je suis absolument, hem, convaincue par le fait que la formation continue peut être un vrai levier parce qu'en formation, en général, bah, on applique davantage les méthodes actives. Donc là, vous êtes pris dans une dynamique avec, d'autres apprenants, un feedback et bah, on apprend mieux, quand on est moins passif, et là, il y a pareil, il y a une offre assez importante, qui s'est développée. Vous pouvez vous former, avec, en inter-entreprise, donc avec des des participants d'autres entreprises. En intra-entreprise, il y a pas mal de formations éligibles au CPF. Il y a beaucoup de formats courts qui sont mis en place sur 1 jour, 2 jours, mais il y a aussi des certifications. Donc certification, là, l'intérêt, c'est que vous allez être formé sur, plusieurs jours, parfois jusqu'à une dizaine, obtenir un certificat, reconnu par France Compétences à l'issue de cette certification, mais tout en pouvant, continuer à exercer votre activité professionnelle en cours puisque c'est réparti sur plusieurs mois. Ou alors, bah, il y a carrément le deep dive, où là, vous rentrez sur des process de master en université, au muséum d'histoire naturelle également. Voilà, la formation continue, ça me paraît assez clé pour pouvoir vraiment s'embarquer dans le sujet. Ce qui est hyper important aussi, c'est de pouvoir, bah, aller sur le terrain, s'engager concrètement dès maintenant et indépendamment justement des compétences, connaissances qu'on peut avoir. Et ça, c'est assez facile à mettre en place, en en s en s'impliquant dans des actions de bénévolat de compétences, de mécénat de compétences. Alors, j'ai volontairement évidemment là, j'ai pas été exhaustive, mais, en bénévolat de compétences, j'ai volontairement mis les Restos du Cœur. Bon, déjà parce que c'est à la une en ce moment, vous avez dû le voir, mais parce qu'en plus, aux Restos du Cœur, par exemple, ils ne cherchent pas que des bénévoles pour pouvoir, délivrer, des repas. Il y a aussi du bénévolat de compétences, c'est-à-dire qu'ils cherchent, bah, voilà, des gens qui font de la coiffure, qui font de l'accompagnement numérique. Enfin, il y a tout un tas d'actions bénévoles qu'on peut mettre en place. Si on parle du mécénat de compétences, donc on va dire la même chose, mais transposée dans un univers pro, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire sur son temps de travail. Il y a des plateformes qui sont développées, très, très bien faites bah, pour vous mettre en relation justement avec les associations qui cherchent vos compétences. Il y a Wannabe, il y a Vendredi qui existe, où là, vous pouvez, soit en tant que particulier ou en tant que collaborateur en entreprise, venir filtrer à la fois par rapport à vos compétences que vous pouvez apporter et puis par rapport aux besoins et aux causes qui vous tiennent le plus à cœur. Est-ce que c'est lié, à la diversité, à l'égalité des chances, à l'environnement? Il y a vraiment, plein, plein de choses. Il y a également Latitude, ça c'est si vous êtes plutôt sur les métiers du digital, qui est une association Tech for Good, qui permet d'intervenir, à travers du mentorat notamment. Emmaüs Connect, c'est, la branche digitale d'Emmaüs. Make Sense, là c'est une association qui, permet de, bah,
de mobiliser, donc qui offre tout un programme de mobilisation, très active. Et puis, il y a les sciences participatives, qui sont notamment portées par le Muséum d'histoire naturelle. Alors, je vous ai mis le lien ici parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui existent. C'est, des applications, qu'on peut installer, et ça permet, en tant que citoyen, de collecter des données fiables qui vont servir aux scientifiques. Donc il y a notamment, SpyPol qui permet, de nourrir les données sur les insectes pollinisateurs, BirdLab pour les oiseaux, enfin voilà, il y a plein, plein de choses, et ça permet, sur un temps, plus, personnel sans doute, de vraiment s'engager concrètement, de mieux comprendre ce qu'il y a derrière tous ces enjeux-là, et puis de faire, des rencontres, ce qui me fait voilà, ce qui fera lien après avec, la partie, salon dont je vous parle juste après. Maintenir un niveau d'information, donc la veille est essentielle, vous l'avez vu, ce secteur, il est en mutation, permanente, donc les connaissances d'aujourd'hui, seront probablement, plus suffisantes, demain, dans 6 mois, dans 1 an. Donc là, je vous ai mis toute une liste, de personnalités que je vous invite à suivre, que ce soit sur, LinkedIn, Instagram, YouTube. Valérie Masson-Delmotte, c'est, une paléontologue, scientifique qui était, coprésidente du GIEC. Jean-Marc Jancovici, qu'on ne présente plus, je pense, qui est très, très doué pour, vulgariser, et qui est à l'origine de la méthode, qui a créé la méthode du bilan carbone, pour l'ADEME. Jean Jouzel, également, ancien, codirigeant coprésident du GIEC, glaciologue, qui a fait la une cette semaine, notamment parce qu'il a relaté son accueil glacial avec, face à, Patrick Pouyanné sur le sujet de la vie, réelle. Juliette Nouel, journaliste spécialisée sur, le climat, l'environnement, et qui est l'autrice, des ateliers de l'adaptation. François Gémen, politologue. Camille Etienne, une militante. Féris Barkat et Sana Saïtouli, ils ont créé Banlieue Climat. Voilà, un organisme de formation également. Et puis il y a des chaînes, Le Réveilleur, Bon Pote, qui sont, très intéressantes à suivre, à la fois pour mieux comprendre et pour mieux suivre, les enjeux d'actualité. Networker aussi, faire des rencontres, c'est hyper important. À cet effet, pas mal de salons, beaucoup de salons. Alors beaucoup, à Paris, mais pas que. Et là, dans le tout prochain qui a lieu, c'est la semaine prochaine, vous avez ProDurable, la semaine prochaine à Paris. Un peu plus tard, vous avez Préventica fin septembre sur, Toulouse, je crois, dans cette édition-là. Bon, globalement, vous trouverez, il y a énormément, énormément de salons. C'est hyper intéressant à la fois pour s'enrichir et puis pour, du coup, avoir des perspectives et networker. Voilà, il est 12h02, on est pile poil. J'ai vu passer, quelques questions, je vous propose, qu'on les aborde maintenant. Heu, alors c'est peut-être plutôt des alors n'hésitez pas à ajouter, hein, d'autres questions si vous voulez préciser aussi, ce que vous aviez évoqué. Alors hop, voilà, et je vais essayer de les afficher. Est-ce que je peux faire ça? Mmh. Ah merci, Gaëlle. Oui, alors synthèse un peu rapide. C'est passionnant, hein, je vous invite après à, voilà, aller explorer, les différentes pistes. N'hésitez pas aussi à, hem, voilà, à me recontacter, c'est un sujet qui me passionne. Il y a plein de choses à faire. La RSE, ça concerne vraiment tout le monde et tous les postes. Ah OK, merci, Romane. Bah il y a beaucoup de formations. Je crois que ce qu'il faut, c'est vraiment, s'interroger aussi sur son besoin. Est-ce que je suis déjà en poste, ou pas? Est-ce que je veux privilégier un format présentiel, et dans ces cas-là, est-ce qu'il y en a près de chez moi? Ou est-ce que finalement un format distanciel est plus simple? Moi personnellement, j'en anime pas mal, notamment en partenariat avec, le CCM Benchmark. Donc là, on lance un certificat, donc c'est une formation de mémoire sur 6 jours, 7 jours, répartis de octobre à janvier, à raison de 2 jours par mois à peu près, avec, plusieurs types, d'intervenants, donc des pros qui viendront témoigner, plusieurs types de formateurs, formatrices. Ce que j'aime bien dans ce format-là, parce que c'est moi-même, comme ça qu'à l'époque, j'ai pu, faire ma reconversion, c'est que, on peut continuer à travailler à côté, et on a un certificat, à la fin. Voilà, mais il y a aussi de très, très bonnes formations en master si vous avez vraiment, le temps pour vous, remettre vraiment dans les études qui sont pas mal. Et puis après, si c'est sur de l'intra notamment, des formats courts d'une demi-journée, 1 journée, 2 journées, c'est assez chouette aussi. Voilà, je vous invite aussi à aller voir sur votre CPF, peut-être
Voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur le site du CCM Benchmark, il y a plein de choses. Alors, je cherche voilà, merci. En tant que pilote RSE dans mon entreprise, je souhaiterais intégrer un collectif de responsables RSE pour échanger sur nos bonnes pratiques respectives, mais je ne sais pas du tout comment trouver ce type de contact. Ah et vous n'êtes pas sur Paris? Bah oui, parce que, hem, je ne sais pas si, les entreprises qui faisaient partie de la convention, citoyenne, ça pourrait peut-être être une piste, Vanessa. Je ne sais pas. Ce que je vous propose, je vous invite, bon là on vous enverra par mail le replay, de ce webinaire. N'hésitez pas à répondre, que je puisse revenir vers vous. Je ferai quelques recherches et puis du coup à me dire où est-ce que vous êtes en particulier parce que voilà, il y a un réseau assez, moi je connais pas mal de monde, sur la France en tout cas. J'espère que je pourrai vous aider. On peut passer à une question suivante. Allez, on prend quelques minutes. Hem, alors, je cherche, ah oui, hop, alors, heu, on a plus de questions dans la partie de chat que je ne peux pas afficher là. Magnifique terrain de jeu pour les atypiques qui ont parfois du mal jusqu'ici à trouver une place. Je suis d'accord, aussi avec ce point. Les entreprises ont été pionnières dans le domaine de l'environnement, de l'éco-efficacité et de la responsabilité sociale en entreprise. Oui, le World Business Council Force 1 basé à Genève, ont participé au sommet de la Terre à Rio. Tout à fait. Oui, oui, la RSE, c'est pas nouveau, hein. Le développement durable, ça fait des années. C'est juste que ça devient maintenant un vrai enjeu qui justement permet de se diffuser, de s'infuser à tous les niveaux de l'entreprise. Hem, OK, changer de cap, livre qui est toujours d'actualité, à lire pour revenir sur terre. OK, je connais pas, merci. Je j'irai voir. Alors une autre question de Romane, pouvez-vous revenir sur votre parcours? Comment avez-vous fait la transition? Ah oui, c'est pour le coup et c'est pour ça que je parlais aussi de l'enjeu du réseautage, c'est vraiment une question de rencontre et d'opportunité. Vraiment, moi, ce qui m'a motivée dans un premier temps, c'est que donc moi, j'étais Head of Digital, je gérais de la transformation digitale. Donc j'étais déjà au cœur de ces problématiques de gouvernance, pilotage, du changement, auprès, de mais j'étais dans une grosse agence de communication et je travaillais pour une grosse boîte internationale, qui, m'avait missionnée pour, voilà, piloter, sa transformation digitale. Donc ça a été, voilà, tout ce travail d'accompagnement autour de cette, méthodologie, qui m'a amenée à penser que j'aimais beaucoup faire ça, mais que toutefois, ce à quoi je contribuais à ce moment-là, c'est-à-dire concrètement, plus de enfin voilà, développer plus de consommation, plus de ventes, ne convenait plus tout à fait à mes enjeux. J'étais moi par ailleurs très, très engagée, localement et sur mon temps bénévole autour des enjeux de diversité. J'habite en Seine-Saint-Denis, voilà, je suis assez impliquée sur mon territoire et autour des enjeux d'égalité, ayant été, une manageuse et j'étais, dans des comités de direction donc voilà, tout ce qui était leadership et leadership féminin étaient des sujets qui me tenaient à cœur. Donc, j'étais assez engagée sur ces problématiques-là au niveau bénévole et par ailleurs assez convaincue que tout ce qui se passait sur la transformation digitale était passionnante, mais que voulais pouvoir l'exercer différemment en contribuant à autre chose. Donc, c'est ça qui m'a permis de faire le switch en 2019-2020. Je ne vous cache pas qu'après, j'ai un peu pris mon temps grâce au Covid. Ça m'a permis aussi de réfléchir différemment. Et puis, ayant dû digitaliser mes accompagnements, c'est un peu par hasard que j'ai découvert le métier de formatrice. Ça m'a beaucoup plu et donc je me suis formée. Je me suis fait un certificat aussi pour devenir formatrice. Voilà, donc ma transition, elle s'est faite sur 2 ans à peu près, tranquillement, en découvrant, tous ces éléments-là et j'en suis ravie. Dans votre expérience, les entreprises commencent-elles à parler de modèles robustes et régénératifs plutôt que performants en dehors de la convention des entreprises sur le climat où on est encore loin? Ça dépend. Je pense que ça dépend et comme la question c'est dans votre expérience, moi ça fait que pour l'instant moi j'ai lancé la tribu de l'impact, je suis à mon compte et dans un premier temps, j'attire, à moi des entreprises qui sont sur ces types de réflexions, autour du régénératif, notamment. Heu, Est-ce que c'est le cas de toutes aujourd'hui? Je pense clairement pas. Heu
Mais je suis pas sûre, voilà, d'avoir une vision, complètement, je pense que je suis un peu biaisée par le fait que j'attire des clients qui sont en mouvement. Moi souvent, quand on m'appelle, c'est que l'entreprise a déjà une sensibilité, une envie et soit a déjà mis en place des éléments, mais a besoin d'embarquer tous les collaborateurs, et a besoin de les mobiliser ou alors, ne s'est pas encore lancé, ne sait pas par où, démarrer. Là, c'est plutôt le cas des PME, dans ces cas-là. Voilà, donc je ne pourrais pas répondre complètement à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres points? Il est déjà 12h10. Kevin, je te laisse me dire également. Y a-t-il une formation condensée sur quelques jours au CCM ou autre, plutôt qu'1 2 jours par mois? Alors oui, au CCM, en tout cas, moi j'en donne une autre qui s'appelle, «Devenir référente, RSE» et qui est sur 2 jours et qui est, en ligne uniquement. Donc voilà, là on est sur du 100 online, en tout cas en inter-entreprise, qui peut d'ailleurs se développer en intra et puis après moi je travaille beaucoup, sur mesure, avec, mes clients. Donc avec, les DRH directement, les responsables formation, où on monte une formation en intra, en fonction des besoins, du temps disponible, du public cible, et cetera. Jérémy. Donc je serais ravie aussi qu'on en discute s'il le faut. Romane, un conseil pour les jeunes qui veulent entrer dans le domaine peut-être et avez-vous une autre recommandation de livre? Alors pour les jeunes, il y a de plus en plus, d'études, de master notamment dans le développement durable, dans le numérique responsable également, parce que moi j'interviens aussi pas mal j'interviens dans quelques écoles sur des cours de ce type. Une autre recommandation de livre, alors pour les jeunes, je regarde juste parce que je ne connais plus le titre, voilà. Hop! Alors c'est pas métier là, mais il y a ça qui est super, c'est Tout comprendre ou presque sur le climat. Donc c'est assez simple à aborder, puis il y a surtout plein d'illustrations, donc voilà, c'est pas comme les cours de biologie, c'est assez sympa. Et sur les métiers de la RSE, pour les jeunes, là comme ça j'ai pas, mais je peux chercher également, Romane, n'hésitez pas à me solliciter après le webinaire. Est-ce qu'on a une dernière question, Kevin, éventuellement? Tac, tac, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, je vous remercie pour vos questions, pour votre présence. On se tient au courant. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, à me solliciter et je vous souhaite un bon parcours et puis je serais curieuse aussi de savoir, du coup, ce qui vous a motivé à venir ici. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, voilà, d'où vous venez, vers où vous voulez aller. La RSE est l'affaire de toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir.